Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de l'univers fascinant de Hunter x Hunter, cette œuvre qui, malgré sa pause éternelle, quoique récemment apparemment notre ami Togashi Forever comme vous le savez, a recommencé à dessiner, et bien bon, quoi qu'il en soit, cette œuvre, ce manga, ce chef-d'œuvre, si je puis me permettre, continue encore et toujours de nous faire rêver avec ses personnages incroyables, ses combats haletants et surtout son système de nen absolument incroyable. Alors bon, aujourd'hui, on va parler de puissance, on va parler de naines et on va parler de mecs un peu vénères, et justement, on va bien en parler. Puisque là, on va diviser cette vidéo en 3 catégories qui font rêver et qui font débattre les fans depuis des années. Bon déjà, on va parler du top 10 des personnages les plus forts de l'univers d'Hunter x Hunter. Ceux qui dominent cet univers, bon, par leur force brute, par leur maîtrise du naine et par leur génie stratégique. Donc voilà, préparez-vous à avoir des têtes connues, bien que bon, on va quand même se permettre quelques surprises. Ensuite, on va parler des 15 meilleurs naines, c'est-à-dire, bon, les naines, ces capacités uniques et totalement dingues qui définissent chaque utilisateur de naine, chaque utilisateur de Hatsu. On va parler bien évidemment de Emperor Time, on va parler de Bundy Gum, on va parler de pas mal de naines qui sont devenus iconiques avec les années. Et pour finir, on va s'attaquer à un vrai défi, parler des 5 personnages qui pourraient battre Meruem, le roi incontesté des Chimera Ants. Et attention, c'est pas évident, mais il y a quand même pas mal de prétendants sérieux. Puisque honnêtement, Hunter x Hunter est l'un des rares mangas shonen à avoir des combats aussi bien pensés et un système de magie aussi complexe. Chaque combat est une merveille de stratégie, de tactique, d'intelligence et d'émotion aussi, hein. On ne va pas l'oublier. C'est pour ça que nous, les fans d'Hunter x Hunter, on aime tellement débattre de qui est plus fort que tel personnage. Parce que contrairement à d'autres mangas tels que DBZ, hein, excusez-moi les fans de DBZ, là il s'agit pas du mec qui a le plus gros chiffre. Il s'agit pas de power level, de ouais, est-ce que t'as un meilleur power level que moi et t'es meilleur. Non, pas de question ça. Dans Hunter x Hunter, c'est une question tactique, c'est également une question de power level également, mais pas que, et c'est pour ça que c'est si intéressant. Et si, comme moi, vous avez déjà passé des heures à discuter de qui gagnerait entre Hisoka et Chrollo, on connaît la réponse maintenant, et de qui gagnerait entre Netero Prime et Meruem, et bah cette vidéo est faite pour vous. Donc on va explorer tout ça en détail, parler des 10 mecs les plus forts de l'univers, des 15 meilleurs naines, et des 5 types qui pourraient éventuellement battre le meilleur personnage de l'univers. Évidemment, là il s'agit de Meruem. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va parler du monde fascinant d'Hunter x Hunter, et tout particulièrement de mon top 10 des personnages les plus forts du manga. Alors, cela dit, quand même, avant de plonger dans cette liste, je tiens, bon, à préciser que ce classement n'est pas parfait, parce que, bon, comme vous le savez, dans l'univers d'Hunter x Hunter, où les combats sont extrêmement stratégiques, bah, il n'existe pas vraiment de personnages plus forts que tout le monde, entre guillemets, en fait. Voilà. C'est un monde où, comme vous le savez, la puissance brute ne fait pas tout, et même le plus balèze des combattants peut se faire surprendre par un adversaire apparemment moins fort si sa capacité de naine est un contre parfait pour la sienne. Alors, toutefois, ça ne va pas nous empêcher de dresser notre liste de la manière la plus objective possible. Bien qu'il est vrai, il y aura un peu de subjectivité. Sur certains personnages de la liste, je pense que ce sera assez évident. En tout cas, bon, ce sera tout de même une liste où les persos qui y figureront seront plus ou moins considérés comme étant les 10 plus forts de l'univers d'Hunter x Hunter. Et donc, forcément, tous les personnages dont on ne connaît pas assez bien les capacités, tels que Beyond Netero, Jin, Mahazoldyck ou même Pariston Hill, seront mis fatalement de côté. Alors, fini les Salamalek, et sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va ouvrir le bal de notre liste du top 10 des mecs les plus vénères de Hunter, avec évidemment le mystérieux et imprévisible Hisoka. Alors, ce magicien aux tendances psychopathes est non seulement un combattant redoutable, mais aussi un stratège hors pair. Sa capacité à utiliser le fameux Bundy Gum, qui lui permet de manipuler une substance à la fois élastique et collante, le rend extrêmement polyvalent au combat. Sa soif de sang contre des adversaires forts le pousse toujours à se dépasser, toujours à s'entraîner, toujours à être meilleur. Il est également excellent en renforcement, vu qu'il est placé en numéro 3 meilleur, c'est-à-dire en bras de fer dans la brigade fantôme, voilà, juste derrière Uvogin et bien évidemment Finks. Et en plus de ça, il a plein de victoires à son actif dans la Tour Céleste, même s'il a également une sévère défaite par un perso que l'on verra effectivement un peu plus tard sur la liste. Je pense qu'il n'est pas la peine pour moi de vous le nommer. Enfin bref. Donc voilà, Hisoka est très fort, même si effectivement son Bundy Gum est assez polyvalent. Sa capacité reste plutôt limitée. Hisoka est assez polyvalent, sans pour autant exceller nulle part en réalité. C'est-à-dire que même dans son end de prédilection, c'est-à-dire la transformation, vu que le Bundy Gum est de type transformation, Hisoka est loin d'être le meilleur en transformation. D'ailleurs, on verra d'autres personnages qui sont bien meilleurs que lui dans cette catégorie.
donc numéro 9, il y aura Zeno. Et je placerai également Sylva avec, même si bon, Sylva est quand même plus fort que Zeno, logiquement parlant en tout cas. Bon, alors rapidement, le duo de choc, Zeno et Sylva Zoldyck, hein, la paire père-fils de la célèbre famille d'assassins Zoldyck. Et donc leur maîtrise d'une haine de transformation, combinée à des décennies d'expérience dans les arts de l'assassinat, les rendent incroyablement dangereux. Donc évidemment, on va penser tout de suite à Zeno, avec son Dragon Dive, avec son Dragon Head, hein, voilà, technique de transformation qui lui permet effectivement d'invoquer une espèce de tête de dragon à tête chercheuse, hein, en mode un peu carapace bleue, voilà. Et effectivement, on a évidemment Sylva, meneur de la famille Zoldyck, avec sa force brute et ses techniques absolument explosives, hein, faisant d'eux des figures craintes dans le monde de Hunter x Hunter. Donc voilà, c'est un peu difficile de les départager. Je pense que Sylva est quand même meilleur, ne serait-ce que parce qu'il est beaucoup plus jeune que Zeno. De toutes les manières, je pense que si Zeno était plus fort que Sylva, ben, Sylva ne serait pas considéré comme étant le chef de famille de la famille Zoldyck. Voilà. Donc voilà, je les mets tous les deux à la même place, mais voilà. On sait tous que Sylva est quand même, je pense, un peu plus fort que son père. Ce qui est un peu marrant avec ces deux-là, d'ailleurs, c'est que je pense que la plupart d'entre nous ont toujours cru qu'il s'agissait effectivement d'utilisateurs de naines de type transformation, exactement comme notre ami Killua, hein, forcément, parce qu'il y avait une théorie qui disait que tous ceux qui avaient les cheveux blancs dans la famille Zoldyck étaient de type transformation, et tous ceux qui ont les cheveux noirs, comme la mère de Killua, Illumi et tout ça, Miruki aussi, sont de type manipulation. Sauf que dans les dernières notes de Togashi, qui sont sorties en 2022, d'ailleurs, dont on parlera un peu plus tard, apparemment, Zeno et Sylva seraient de type émission. Donc on ne sait pas, c'est vrai qu'en plus on a vu notre ami Sylva balancer un Big Bang Kamehameha, donc très honnêtement j'avoue que je suis un peu confus, je pensais pourtant qu'ils étaient transformations, peut-être qu'ils ne le sont pas finalement, parce que j'ai envie de dire c'est Togashi qui se décide, donc bon voilà. À la place numéro 8. Alors, pour la numéro 8, là par contre, on va, je pense, voir effectivement le petit nez de ma subjectivité pointer justement le bout de son museau, parce que il sera question de Razor. Donc Razor, un personnage dont je pense personne s'attendait à le voir ici, mais que clairement, bon, je pense qu'on pourrait le sous-estimer à première vue. Mais en ce qui me concerne, pour moi, il cache une force absolument phénoménale. Étant quand même le gardien, l'un des grands gardiens de Grid Island, et ses compétences en naine sont, il faut le dire, parmi les plus impressionnantes de la série. Notamment grâce à sa capacité à créer et à manipuler des émissions d'énergie sous forme de balles destructrices, mais surtout à la limite, le fait qu'il ait une puissance physique de dingue et une maîtrise de naine d'émissions complètement abusée, à la limite, ça en fait un adversaire redoutable, mais si le mec est top 8 pour moi, c'est surtout parce qu'il arrive à maintenir toute la composante émission de Grid Island tout seul. Je veux dire, voilà, techniquement parlant, même s'il ne s'agit que de la composante émission de l'île, c'est un truc de ouf, le mec il maintient une île tout seul. C'est quand même extraordinaire. Toutes les cartes que tu utilises, les cartes d'émission, c'est lui, en fait, qui maintient ça, quoi. C'est de la folie, en fait. Et si, juste, tu réfléchis 2 minutes, tu te dis, mais en fait, ce mec, c'est Meruem, en fait. Ce type, en fait, c'est l'équivalent Meruem en ballot prisonnier, quoi. Donc voilà, je sais que peu seront d'accord avec moi effectivement, de placer Razor devant les Zoldyck et devant Hisoka, mais pour moi, enfin, je sais pas. Si juste on réfléchit 2 minutes, ce mec, c'est quand même un truc de fou. Le mec, il maintient une île. C'est un truc de ouf. Je sais, bien entendu, à chaque fois, on me dit oui, mais il ne maintient que la composante émission. D'ailleurs, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Hein. Dans toutes mes vidéos, à chaque fois que je parle de Razor, je fais bien le distinguo. Je dis, il maintient que la branche émission de l'île. Et à chaque fois dans les commentaires, on me dit oui, mais il ne maintient que la branche émission. Bah oui, les mecs, je le dis. Dans toutes mes vidéos où je parle de Razor, je le dis. Donc ça sert à rien de me reprendre, les amis. Vous pouvez me reprendre quand je dis de la merde. Mais là, je le dis. À chaque fois, je fais le distinguo. Enfin bref, peu importe. Passons à la 7ème position avant que je pète un câble. Alors là, il s'agira effectivement de la seule femme de la liste. Bon, alors tout à l'heure, effectivement, quand je parlais d'Hisoka, je vous avais dit que Hisoka était loin d'être le meilleur en ce qui concerne sa maîtrise du naine transformation. Eh bien, d'après les notes de Togashi qui datent de 2022, eh bien, le personnage qui a la plus grande maîtrise de naine en transformation, de la catégorie transformation, n'est autre que Biscuit Kruger, qui est souvent sous-estimé en raison de son apparence trompeuse de jeune fille, alors qu'elle a, il me semble, quasiment 50 ans, enfin bref. Je vous le dis tout de suite, ne vous y fiez pas, Biscuit est une utilisatrice de naine transformation extrêmement puissante et expérimentée, avec une maîtrise exceptionnelle en transformation, comme je l'ai déjà dit, c'est la meilleure, d'après Togashi en tout cas. Sa véritable forme révèle effectivement une force physique très impressionnante, et sa connaissance approfondie des arts martiaux en font un adversaire redoutable. Faut le dire, Biscuit c'est plus ou moins l'équivalent de Genkai, Genkai qui est effectivement la mentor de Yusuke dans Yu Yu Hakusho,
précédent manga de Yoshihiro Togashi. Enfin voilà, bon, et comme je l'ai dit, dans les notes de Togashi sorties en 2022, on nous informe que Biscuit n'est ni plus ni moins que l'utilisatrice la plus puissante du nen transformation. Ce sera numéro 7 pour notre ami Biscuit. Passe directement au numéro 6, donc là il s'agira effectivement d'un personnage qui n'est seulement apparu que dans le manga. Alors là il s'agira effectivement de... Alors, Tsreridnich Uiguru. Voilà, déjà que j'avais eu du mal à prononcer le nom de sa sœur Camilla lors de ma vidéo sur les 5 mecs qui peuvent défoncer Meruem, alors lui, laisse tomber quoi. Bon, d'autant plus que c'est difficile de prononcer son nom parce que étant donné qu'il n'est jamais apparu dans l'animé il me semble, bah forcément, bah... tu connais pas vraiment la prononciation officielle, quoi, bref. En tout cas, notre ami le prince diabolique de l'Empire Kakin est un mec assez vénère. Déjà parce que c'est un génie dans l'apprentissage et l'utilisation du nen, ayant développé des capacités incroyablement rapidement, et son pouvoir terrifiant lui permet carrément de voir quelques secondes dans l'avenir, ce qui le rend presque invincible en combat, et sa nature impitoyable et sa rapidité d'apprentissage du nen font de lui un des adversaires les plus dangereux de l'univers d'Hunter x Hunter. Je veux dire, rien que le fait que le mec, il sache exactement ce qui va se passer avant que ça ne se passe, bah déjà c'est complexe. c'est complexe. Bien qu'il est vrai que son nen est effectivement assez complexe, dans le sens où, bon là je vous le résume assez rapidement, le gars il arrive à lire l'avenir, mais Togashi oblige, son nen est extrêmement complexe avec pas mal de conditions, enfin bref voilà, bon, j'ai envie de dire c'est pour ça qu'on aime Hunter x Hunter, mais voilà. En tout cas, c'est un personnage vraiment à ne pas sous-estimer. Et donc enfin on va parler du mec placé en 5e position. Je l'ai déjà un peu teasé évidemment, c'était autre que le leader charismatique, énigmatique de la brigade fantôme, évidemment Chrollo Lucifer. Bon, alors Chrollo est non seulement un combattant exceptionnel, mais sa capacité à voler les pouvoirs de nains de ses adversaires et les utiliser à sa guise le rend extrêmement versatile et imprévisible. Parce que voilà, clairement, ce qui fait que Chrollo est vraiment ultra vénère, c'est pas tant sa maîtrise du nain, mais c'est surtout son intelligence tactique, et sa capacité à planifier des coups complexes, des stratégies vraiment à plusieurs ressorts, et voilà, ça fait de lui forcément un des criminels les plus redoutés. Enfin, je dirais rien que le fait qu'il ait réussi à déboîter Hisoka sans prendre un seul coup, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Le mec est vraiment chaud, donc voilà, Chrollo Lucifer, c'est clairement le Batman de Hunter x Hunter, dans le sens où le gars, c'est prep time, quoi. Tu lui donnes assez de prep time, assez de temps de préparation, je pense qu'il peut flinguer tout le monde, en fait. Voilà. Il suffit juste, voilà, qu'il ait une petite connaissance du cycle de combat du mec, de son naine et tout. Le gars, il va aller te voler les bons naines, voilà. Il te concocte un petit plan, et puis voilà, après, le gars, il te défonce... sans même que tu puisses le toucher, quoi. Le mec, il arrive à gérer Zeno plus Silva, c'est quand même assez chaud. Le mec est bon, quoi. Le mec est très très bon. Voilà. Cela étant dit, même si j'avais dit que j'allais pas le placer, pour ce qu'on a vu des compétences de Jin, je pense que Jin, si jamais je devais le mettre dans ce classement, il serait au moins au-dessus de Chrollo Lucifer. Parce que, étant donné que, je spoil un peu, mais Jin a entre autres la capacité de copier tous les nains qu'il voit, le mec est vénère, quoi. Ça veut dire que Chrollo, pour copier les nains, il a besoin effectivement d'un Hatsu bien spécifique avec son livre et tout ça. Jin, il a même pas besoin de ça, quoi. Juste, il voit un nain, c'est bon, il le copie. Le mec peut cheater. Donc voilà, si Jin devait être placé dans cette liste, ce qu'il ne sera pas, eh bien, il serait au moins au-dessus de Chrollo. Au moins au-dessus de Chrollo. Parce que bon, Chrollo, il est très fort, mais bon, tu vas te battre contre un mec qui fait la même chose que toi, sauf que, évidemment, bon... Chrollo peut voler les naines des autres, mais conditions d'utilisation, voilà, le mec c'est une notice, quoi. Toutes les conditions, tous les interdits pour faire en sorte que, voilà, attention, c'est comme ça, le système de naines dans Hunter x Hunter, c'est, si tu veux que ton naine soit efficace, il faut mettre des interdits. Plus tu mets des interdits, plus tu mets des contraintes dans l'utilisation de ton naine, dans l'utilisation de ton Hatsu, bah, plus ton Hatsu sera bon, quoi. Voilà. Jin, il a pas besoin de ça, quoi. Il y a aucune limitation, juste il regarde un naine, il le copie. Ça va être complexe. Ça va être complexe, voilà quoi. Je pouvais pas ne pas les placer. On va parler quand même des gardes royaux de Meruem, les gardes royaux effectivement des Chimera Ants, qui sont donc évidemment Pitou, Shayapouf et Youpi. Voilà, donc un trio, on va le dire, exceptionnel, puisque les gardes royaux Chimera Ants possèdent chacun des capacités uniques qui les rendent extrêmement puissants. Pitou avec sa force phénoménale et sa capacité de guérison, Shayapouf avec ses talents de manipulation et de transformation, et Youpi avec sa force brute et sa capacité à manipuler sa propre structure corporelle. Et donc ensemble, ils représentent une force presque invincible dédiée à la protection du roi Meruem. Et étant donné que Netero lui-même disait que Pitou était plus fort que lui, voilà, on se dit chaud quoi, chaud.
Et même, de toute façon, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les défauts d'Hunter x Hunter, mais le fait que les gardes royaux ont été produits à la chaîne, qui sont plus ou moins au niveau des terreaux, enfin du vieux hétéro en tout cas, tu te dis, oh, les mecs sont vénères quoi. Les mecs sont super vénères. Après, si je devais les classer les uns contre les autres, je dirais que Pitou est quand même un peu plus fort que Shia Yapouf et Youpi. Voilà, même s'ils sont tous les trois extraordinairement puissants. Évidemment, numéro 3, j'en parlais il y a quelques secondes de cela. Bon, Isaac Netero, évidemment. Alors, donc l'ancien président de l'association des Hunters, Isaac Netero, est une légende parmi les Hunters, reconnu pour sa vitesse inégalée. Le mec, il arrive à t'aligner 10 000 coups de poing en une seconde. C'est vrai que c'est bon, voilà. Niveau vitesse, c'est vrai que c'est pas mal, voilà. Ensuite, il y a la maîtrise exceptionnelle de Netero du naine, voilà. C'est invoque un espèce de Bouddha, la Bodhisattva ultra vénère, là. Une immense statue aux multiples bras, qui est quand même, on va le dire, une démonstration de puissance et de précision absolument extraordinaire. Et malgré son âge avancé, Netero reste vraiment l'un des combattants les plus redoutables de l'univers d'Hunter x Hunter. Et je vous parle même pas d'Isaac Netero Prime, hein. C'est-à-dire à l'époque où il avait entre 45 et 50 ans. Lui, clairement, là, tu le places top 2, hein, ou même top 1, peut-être. Voilà, peut-être. En tout cas, voilà, le Isaac Netero Prime, c'était une autre bête encore. Là, on parle seulement du Isaac Netero vieux. On passe au numéro 2, évidemment. Bon, voilà, on va parler de Gon dans sa forme adulte. Bon, là, on parle d'un état atteint, car c'est un sacrifice extrême, où notre ami Gon échange eh bien, tout son potentiel futur contre une puissance immense dans le présent. Et dans cette forme, Gon dépasse toutes les limites humaines, atteignant un niveau de force et de vitesse et de puissance de naine qui rivalise avec celui des personnages les plus forts de la série. Je dirais même Pitou, face à lui, dira effectivement qu'il serait capable de faire du dégât à Meruem, quoi. Et sa confrontation donc avec notre ami le chat démontre une puissance absolument écrasante, hein, faisant de lui l'un des personnages les plus puissants de l'histoire de Hunter x Hunter, tout simplement, mais au prix d'un très très lourd sacrifice. De toutes les manières, c'est le concept du naine. Hein. Le naine, c'est t'inquiète, tu veux de la puissance, on te donne de la puissance, y a pas de souci. Par contre, faudra payer. Donc voilà, et clairement, Gon a payé. Et d'ailleurs, si on devait reparler rapidement des notes de Togashi, Gon adulte est l'utilisateur de naine de type renforcement le plus fort de son manga. Carrément. Donc voilà, au-dessus du Bogin, au-dessus de Finks, au-dessus de tout le monde, quoi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et évidemment, numéro 1, bon, je ne pouvais pas ne pas le mettre là, évidemment. J'ai envie de dire, normalement, la vidéo, je la coupe maintenant, quoi. Je la coupe là. Même pas besoin de vous donner le nom du numéro 1, évidemment. Il s'agit de Meruem, hein, le roi d'Equivalence. Bon, Meruem n'est pas seulement physiquement le plus fort, il possède surtout une intelligence exceptionnelle. Et une capacité d'apprentissage, vraiment, dire rapide, ce serait un euphémisme. Et sa confrontation avec Netero montre vraiment qu'il est un adversaire pratiquement imbattable sur le plan physique et même stratégique. Et même après avoir été poussé dans ses derniers retranchements, Meruem continue encore et toujours d'évoluer, démontrant une capacité d'adaptation et une puissance qui le place, il faut le dire, au sommet de notre classement. Maintenant, encore une fois, étant donné que Hunter x Hunter est un manga extrêmement bien écrit, dire que Meruem est numéro 1, ça veut pas dire que personne peut le battre. Ça veut dire que, en général, c'est le mec qui a le meilleur match-up contre la plupart des gens de Hunter x Hunter. Maintenant, encore une fois, je le répète, tu mets Ryan face à Meruem, Meruem il tient un quart d'heure. Moi je suis vraiment désolé. Tous les mecs de la liste sont battables, hein. Tous les mecs de la liste sont battables, mais voilà, selon certaines conditions, contre certaines personnes avec des capacités de naine, avec des Hatsu bien spécifiques et qui sont faits pour les contrer, voilà. Mais en général, on peut dire que Meruem est, voilà, le plus fort de l'univers. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Bon, voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, en espérant qu'elle vous ait plu. Je sais que dans les commentaires, ça va s'entretuer pour savoir qui est le plus fort, qui est ceci, qui est cela. Je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense que le classement qui va faire le plus jaser, c'est peut-être Silva, tu sais. Parce que Silva, c'est vrai qu'il est un peu bas, hein. Après, le truc, c'est qu'on l'a pas trop vu se battre, je l'ai placé histoire de, quoi. Je lui dis, si on place Zeno, faut placer Silva. Mais c'est vrai que Silva, techniquement, je pense qu'il faudrait le placer un peu plus haut, quand même. Qu'à la place numéro 8. Parce que même si on l'a pas trop vu se battre, je pense quand même qu'il doit être, je sais pas, peut-être au niveau de Netero, je dirais. Voilà, peut-être au niveau de Netero. Si je devais peut-être changer un truc du classement, ce serait peut-être mettre Silva en numéro 5. Peut-être.
Alors, comme vous le savez, le Nen, cette formidable énergie qui sous-tend les combats épiques et les pouvoirs extraordinaires de l'univers d'Hunter x Hunter, bah c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Cela dit, il ne s'agira pas seulement de puissance brute, hein, non, non, car nous allons vraiment explorer les capacités de Nen les plus innovantes, les plus stratégiques, celles qui changent vraiment la donne, peu importe la force physique d'ailleurs, de celui qui les détient. Parce que voyez-vous, il y a une nuance importante entre la puissance pure d'un personnage et l'efficacité de son Nen. Prenons Meruem, par exemple. Il est sans doute, je pense, sans débat, hein, le personnage le plus fort de la série. Mais bon, est-ce que sa capacité de Nen, c'est-à-dire son Hatsu, est la plus vénère de tous, en fait? Bah, pas nécessairement. Et le distinguo est important à faire. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un personnage super fort, mais doté d'un Nen qui peut mieux faire, on va dire. Voilà quoi. Aussi, dans cette vidéo, on va regarder au-delà des muscles et des biceps, afin de se concentrer sur la créativité, l'utilité et l'ingéniosité des habiletés naines, aussi appelées Hatsu, et ainsi classer ce que je considère comme étant les 14 meilleurs Hatsu, selon moi, dans le manga Hunter x Hunter. Alors, on va commencer avec la 14e place, avec nul autre que le membre le plus edgy de la brigade fantôme, évidemment. Là, je parle de Feitan, avec sa capacité, donc Pain Packer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Hatsu? Qu'est-ce que c'est que cette capacité de Nen? Donc alors, ce pouvoir unique lui permet de transformer la douleur qu'il subit en une attaque dévastatrice. C'est donc une capacité défensive, et également contre-offensive, hein. C'est plus une contre-attaque qu'autre chose, qui est effectivement assez flexible, hein, bon, assez polyvalente, rendant Feitan particulièrement dangereux dans des situations difficiles. Évidemment, je fais référence à son combat contre l'espèce de reine bizarre, la Chimera Ants, à Meteor City, hein. Évidemment, lors de l'arc Chimera Ants, forcément, où le mec il va carrément jusqu'à invoquer un soleil. Donc bon, il a un aide intéressant, le petit Feitan. Allez, on va passer directement eh bien, à la 13e position avec Morel. Le beau Morel, évidemment, Deep Purple, donc c'est-à-dire sa capacité de naine de fumée violette. Alors cette capacité, qui est également très polyvalente elle aussi, lui permet de créer et de manipuler des clones de fumée, et en réalité un peu de tout hein, avec sa fumée. Hein. Il peut même fumer sous l'eau, quoi. Le mec, t'inquiète pas que le mec il crapote bien. Cela offre effectivement à Morel une incroyable versatilité tactique, lui permettant de se prêter à des stratégies d'illusion, de diversion et même de combat direct. Parce que, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même dire les termes. Morel, c'est vraiment le mec qui a porté à bout de bras l'opération durant l'arc Chimera Ants, quoi. Je veux dire... je veux dire, c'est pas Nov, voilà quoi, c'est pas Nov qui allait faire grand chose. Grosse couille d'acier hein, de Morel, qui a effectivement une capacité de naine qui ne paie pas de mine de prime abord, mais qui est extrêmement versatile, vraiment très intéressante. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la marque de Togashi, hein, le mangaka de ce manga évidemment, c'est qu'en général, bon, le gars il te présente un naine, tu te dis bon, il a pas l'air terrible, mais finalement c'est un truc de ouf quoi. Allez, on continue avec la 12e place avec Illumi Zoldyck. Donc en gros, lorsqu'il insère une aiguille dans le corps d'une personne, il peut la transformer en un serviteur obéissant. Voilà. Cette capacité lui donne un avantage tactique significatif, lui permettant de contrôler les individus pour servir ses divers objectifs. Il peut même utiliser ses aiguilles de manière plus subtile, comme le fait d'influencer Killua à éviter certains combats lorsqu'ils sont effectivement difficiles pour son petit frère. Il peut également aussi te buter en te lançant ses aiguilles directement. Donc voilà. En termes de versatilité, ça se place bien haut aussi. Hein. Illumi Zoldyck est vraiment très fort. Allez, on va passer avec l'un de mes personnages préférés, Uvogin. Alors Uvogin, qui occupe la 11e place, bon, ça pourrait effectivement en étonner plus d'un, parce que là, je parlais tout à l'heure de la subtilité du naine et à quel point, voilà... En général, il faut être intelligent et nanani et nanana. Bon, en ce qui concerne Uvogin, c'est pas vraiment le cas. Hein. Voilà, c'est clairement l'un des Hatsu les plus simples de cette liste. Cela dit, sa dangerosité n'est vraiment pas à sous-estimer. En gros, Uvogin concentre son aura dans son poing pour délivrer un coup d'une puissance comparable à celle d'un missile, qui en fait forcément l'une des attaques les plus destructrices de Hunter x Hunter. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Kurapika aurait dû se faire baiser par Uvogin. On va pas, voilà. Il faut quand même dire les termes. Hein. Clairement, pour moi, ça, c'est vraiment du plot armor. Hein. Alors que ça faisait quoi 5 mois qu'il connaissait le Nen, le Kurapika? Non, non. On va passer en 10e position avec Biscuit Kruger. Alors Biscuit Kruger qui est extrêmement forte, hein, extrêmement puissante. Hein. D'ailleurs elle était dans mon top 10
personnages les plus puissants dans l'univers d'Hunter x Hunter, c'est pas pour rien. Alors, pourquoi on va parler de Biscuit? On va parler de Biscuit grâce à Cookie. Alors, Cookie, qu'est-ce que c'est? C'est sa masseuse. Son Matsu, c'est sa technique de naine, hein, et bien qu'elle ne soit pas offensive, elle est quand même extrêmement utile. Donc, Cookie, une masseuse invoquée par Biscuit, peut tout faire. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne la guérison des blessures, ça va même jusqu'à la réduction de la fatigue et même aider à l'entraînement, en fait. Et donc, dans le même registre, on va parler de Neferpitou et donc de son naine, Dr Blight. Alors, 9ème position, Neferpitou, Dr Blight. Cette capacité exceptionnelle permet à Pitou de guérir presque toutes les blessures, hein, ce qui est un atout majeur, tant pour elle que pour ses alliés. Ce qui fait que, forcément, voilà quoi, c'est-à-dire que son naine peut soigner absolument tout. C'est quand même pas mal. c'est pas mal. À partir du moment où t'es pas mort, Dr Blight peut te remettre sur pied. C'est bon, c'est pas mal, ça se place là quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va passer avec certainement le naine le plus populaire, le plus connu, hein, le plus connu de l'univers de Hunter x Hunter, évidemment le Bungee Gum. 8ème position. Alors, cette capacité qui combine élasticité et adhérence offre à Hisoka une adaptabilité absolument incroyable dans diverses situations de combat, que ce soit pour attaquer, se défendre ou même manipuler son environnement. Bungee Gum est l'outil polyvalent par excellence dans l'arsenal d'Hisoka. Et en plus, à côté de ça, il a Bungee Gum, mais il a également Texture Surprise. Je crois que la texture surprise qui lui permet, lorsqu'il applique son Bungee Gum sur une surface, de faire en sorte que son Bungee Gum puisse copier n'importe quelle surface, en fait. Voilà. Et qui va le sauver plus d'une fois, notamment lors de l'arc Yorkshire City, hein, lorsqu'il met sa texture surprise sur le poème de Crollo. Voilà, qui lui sauve la peau, clairement. Ça, je pense qu'on peut le dire. Allez, on va passer à la 7ème place avec Killua. Killua, évidemment, et sa capacité Godspeed. Alors, cette technique, hein, rapidement, booste considérablement la vitesse et les réflexes de Killua, qui lui permet de dominer presque tous ses adversaires, que ce soit pour l'attaque éclair ou même l'évasion, le fait de se barrer. Godspeed rend Killua extrêmement difficile à battre, parce que, je veux dire, même si t'es plus fort que lui, le mec il se barre et tu pourras pas le rattraper. Voilà quoi. Ses réflexes sont super développés, enfin, en gros, c'est l'équivalent Hunter x Hunter de l'Ultra Instinct, quoi. Donc forcément, c'est pas trop mal. On va passer avec la 6ème position, avec le King, hein, évidemment. Le King, et là je ne parle pas d'Elvis Presley, je parle bien évidemment de Meruem, le roi des Chimerantes, avec son naine, donc la synthèse d'aura. Alors, cette capacité similaire à une version plus sinistre hein, de ce que peut faire Kirby, la petite boule rose, permet à Meruem d'absorber les capacités de naine de ses victimes en les dévorant. Il n'a pas besoin de consommer entièrement sa cible, hein, comme le montrent Youpi et Shayapouf d'ailleurs, qui survivent après qu'ils aient pris leur pouvoir, mais quand même. La plupart des cibles ne survivent cependant pas hein, à ce processus, faisant de la synthèse d'aura l'une des capacités de naine les plus redoutables de la série. Bon. On va passer à notre 3e et dernier Zoldyck de la liste, évidemment Zeno Zoldyck, avec sa capacité Dragon Head. Alors, donc 5e position, Zeno Zoldyck, Dragon Head, je viens de le dire. En tant que patriarche d'une famille renommée d'assassins, il n'est pas surprenant que la capacité de naine de Zeno soit effectivement impressionnante. Et donc avec Dragon Head, il étend son aura depuis son bras sous la forme d'un dragon gigantesque. Et donc, Zeno peut utiliser ce dragon de diverses manières, notamment comme arme, comme projectile, hein, ou même pour le transport, carrément. Et avec Dragon Dive, il peut contrôler le dragon à distance, lui permettant de combattre avec moins de risque personnel, vu que bon, il va balancer ses, ses dragons en mode Léviator, en mode Pokémon, et lui, il peut chiller derrière, quoi. Donc clairement, Zeno Zoldyck, c'est pas trop mal, quoi. C'est pas trop mal. Bon, on parlait de lui, on va reparler de lui. Kurapika, évidemment, 4ème position, avec son naine Emperor Time. Alors, cette capacité lui confère une maîtrise totale de toutes les catégories de naines pendant un temps limité. Elle augmente considérablement sa puissance au combat, lui permettant de s'adapter à presque toutes les situations, et donc de devenir un adversaire absolument complètement shitax. Et encore une fois, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Hunter x Hunter, en fait, on se demande comment le clan des Kuruta s'est fait baiser, en fait. En fait, ces mecs-là... ils devraient être les rois du monde. Si tu te poses la question. Hein. Kurapika tout seul, il met à l'amende la mafia à Yorkshire City et il met à l'amende la Brigade Fantôme. Mec, j'aimerais pas faire chier le clan Kuruta. Hein. Bref.
D'ailleurs, en parlant de la brigade fantôme, 3ème position, Chrollo Lucifer évidemment, avec Skill Hunter. Donc, cette capacité lui permet de voler et d'utiliser les capacités de naine d'autres utilisateurs. Voilà, tout simplement. Et donc, ça rend Chrollo extrêmement versatile et imprévisible, lui permettant donc de disposer d'un éventail presque illimité de techniques en combat. Voilà. Ce qui est marrant avec cette technique de Skill Hunter, c'est qu'elle est vraiment très impressionnante, évidemment. Bah, tu voles des capacités de naine, c'est quand même pas mal. Mais d'un autre côté, c'est très limité, dans le sens où, déjà, pour récupérer la capacité, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut que le mec t'explique ce que c'est. Il faut que tu la vois. Il faut que... Non, mais bref. Et il faut que la personne touche ton livre, en plus. Laisse tomber, quoi. Voilà. Et en plus, si le mec meurt, sa capacité de naine dégage. Ça veut dire qu'en plus, il faut faire en sorte que le mec en question reste vivant, quoi. Le mec à qui t'as volé la capacité. Donc, ouais. C'est vrai que c'est complexe. Et malgré ça, Chrollo arrive vraiment à faire marcher cette technique, quoi. Il arrive vraiment à faire en sorte que cette technique soit absolument redoutable. Et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant avec l'univers d'Hunter x Hunter et l'univers de Togashi. C'est que c'est pas vraiment le naine qui est surpuissant. C'est le mec qui maîtrise le naine qui sait le maîtriser de sorte à ce que le naine devienne surpuissant. C'est ça, en fait, qui est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le Bungee Gum est vraiment le naine le plus connu, le plus populaire, parce que c'est vrai que quand on voit juste une espèce de vieux chewing-gum de merde, un Malabar, tu vois, tu te dis, bon, c'est de la merde. Mais étant donné qu'Hisoka est très malin et très rusé, en fait, tu te rends compte que avec un peu de jugeote, n'importe quel naine, ou même, pas forcément n'importe quel naine, mais en tout cas des naines qui peuvent paraître inoffensifs, peuvent être en réalité quand même ultra vénères. Bon, voilà, après, il y a des naines qui ont l'air flingués et qui sont ultra vénères, et il y a aussi d'autres naines qui ont l'air ultra vénères et qui sont ultra vénères. Et c'est là où effectivement on va parler donc de la seconde place, évidemment, Isaac Netero, avec eh bien, son espèce de Guayin Bodhisattva, enfin bref, l'espèce de statue Bouddha ultra vénère. Voilà, que dire, quoi. Cette capacité de naine est l'une des plus puissantes et les plus rapides de l'univers d'Hunter x Hunter, permettant à un hétéro de convoquer, d'invoquer une statue gigantesque aux multiples bras, donc afin qu'elle puisse balancer des attaques dévastatrices. Elle a les vitesses, puissance, précision, faisant de Netero un combattant presque invincible. Voilà. Tout simplement. C'est quand même un truc de ouf. Ce naine de dingue, quoi. Mec, c'est même pas un naine, c'est un stand, le truc. Et petite mention honorable à Nov, hein, qui clairement, s'il n'avait pas été une tarlouse, aurait été, je pense, placé numéro 1. Bon, malheureusement pour lui, voilà quoi. C'est pas des couilles qu'il a, c'est des olivettes. Donc voilà, il ne sera pas placé, hélas pour lui. Mais oui, sa capacité de naine est complètement shitax. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Togashi a fait de lui une tarlouse, parce que sinon, voilà quoi. D'ailleurs, je sais que les gens ont bien pété le seum quand j'ai dit que c'était une tarlouse, alors que pourtant, j'avais rien dit, quoi. J'avais rien dit sur Nov, j'ai juste dit, ouais, il a eu peur. Les mecs m'ont attrapé par le callback dans les commentaires. Bon, là, par contre, là, je me suis lâché. Je pense que là, vous pouvez m'insulter, j'accepte. Là, j'y suis allé fort, là. Mais la dernière fois, lors de ma vidéo sur les 5 mecs qui flinguent Miriam, limite, je lui faisais des compliments, Nov. Il y a plein de mecs, allez voir dans les commentaires, les gars, ils pleurent des larmes de sang. Genre, comment ça, tu parles de nanani nanana sur Nov? C'est un truc de ouf, on dirait, j'ai parlé de leur daron, quoi. Bref, je dis ça, je dis rien. Et on va finir cette vidéo rapidement avec la première position, évidemment, bon voilà, Nanika. Un pouvoir mystérieux lié à Aluka Zoldyck. Bah, en fait, il n'y a même pas d'explication. C'est-à-dire que Nanika peut exaucer pratiquement n'importe quel vœu. Et quand je dis pratiquement, en réalité, je suis poli. C'est-à-dire que, quelles que soient les exigences ou les conséquences du vœu, boum, hop, c'est réglé. Cette capacité va au-delà du combat, va au-delà de la réalité, des lois cosmiques. Ça offre un potentiel presque illimité et ça peut changer la réalité elle-même. Et bien que son utilisation comporte des risques majeurs, la puissance de Nanika est sans égale dans l'univers de Hunter x Hunter. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, forcément, première position, voilà, non usurpée pour notre ami Aluka ou Nanika, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, ou Ai, voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les théories Hunter x Hunter. Meruem a maintes fois prouvé qu'il était d'une puissance absolument phénoménale, se situant à des années-lumière de tous les autres persos du manga, que ce soit par sa force, sa vitesse ou même son intelligence. Hein. Tout chez lui semble indiquer, sans l'ombre d'un doute, qu'il est absolument invincible, et même intouchable en fait. Mais est-ce vraiment le cas finalement? Parce que dans Hunter x Hunter, la puissance brute, ben ça prime pas forcément sur tout. Parce que bon, on parle quand même d'un manga créé par Monsieur Yoshihiro Togashi, Togashi Forever comme vous le savez. Voilà, et c'est un manga qui se distingue, entre autres choses, par sa mise en avant de la stratégie, de l'ingéniosité,
différentes manières qu'un combattant peut utiliser de ses capacités de naine afin de remporter la victoire. Et donc dans cet univers, la puissance brute, comme je l'ai déjà dit, n'est pas le seul facteur décisif. Cela signifie que, théoriquement, certains utilisateurs de naine pourraient non seulement rivaliser avec Meruem, mais peut-être même bien lui botter le cul en combat singulier. Et oui, et c'est exactement de cela dont on va parler aujourd'hui. Donc, qui sont ces 5 personnages capables de vaincre Meruem? Bon, alors attention, nous allons quand même nous baser sur des faits concrets, hein, des feats, entre guillemets, et non sur la réputation ou les spéculations des fans. Cela signifie forcément que des personnages comme Beyond Netero, Mahal Zoldyck, Jean Frex ou même Pariston Hill, qui sont auréolés de gloire, qui ont une grande renommée, mais malgré cela, ils seront d'office écartés de cette liste, car nous n'avons pas assez d'informations concrètes sur leur véritable capacité. Donc voilà, désolé. Pourtant j'aime bien Jean et même Beyond Netero, hein, mais bon, que voulez-vous, hein. On ne sait pas assez sur eux pour dire si oui ou non ils pourraient battre notre ami Meruem ou pas. Voilà, tout simplement. Alors préparez-vous les mecs, parce que cette liste va certainement vous surprendre, donc sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer cette liste tranquillement avec la première membre de notre liste, qui n'est autre que Camilla Uiguoro. Donc voilà, désolé pour ma prononciation un peu boiteuse, mais voilà, que voulez-vous. Alors voilà, parmi les personnages capables de défier et potentiellement battre Meruem se trouve la seconde princesse du royaume de Kakin, donc voilà, un personnage clé introduit dans l'arc du Dark Continent de Hunter x Hunter, comme chacun sait. Bon alors, si elle est dans cette liste, c'est pas pour rien, sa capacité de naine est non seulement unique, mais elle est surtout et aussi extrêmement puissante, se basant sur un principe de contre-attaque post-mortem. Alors, une fois que Camilla est tuée, une énorme bête ressemblant à un espèce de chat apparaît automatiquement derrière son tueur. Cette créature, agissant comme une espèce d'extension de la volonté de Camilla, écrase l'assassin entre ses pattes, extrayant ainsi la force vitale du mec et oblitérant complètement le corps du pauvre tueur. Et donc l'énergie vitale extraite est ensuite transférée à la pointe de la queue de la bête, qui devient blanche et commence à briller, et donc cette essence de vie est transférée dans la bouche de Camilla et qui la guérit complètement de ses blessures, et donc qui la ressuscite pour le coup. Donc la capacité de Camilla repose sur le naine post-mortem pour augmenter sa puissance, rendant actuellement Camilla impossible à tuer. Tout simplement. Et comme vous le savez, le naine post-mortem est peut-être le type de naine le plus puissant en fait. Donc forcément, ça fait sens. Alors bon, toutefois, il faut le dire, le fait que la mort soit la condition d'activation de cette capacité présente, il faut le dire, un inconvénient. C'est-à-dire que à partir du moment où tu ne tues pas Camilla, eh bien elle peut rien faire. C'est un peu chiant, ça veut dire que tu peux la torturer ou, je sais pas moi, l'enfermer, la meuf ne pourra rien faire. Ce n'est qu'à partir du moment où tu la tues, tu risques de te faire flinguer à coups de pattes de chat. Donc voilà, cela étant dit, dans un hypothétique affrontement avec Meruem, eh bien, si celui-ci parvient à tuer Camilla, et en le connaissant, je pense que ça devrait pas être trop compliqué pour lui, et il n'aurait pas forcément besoin de beaucoup d'encouragement pour tuer quelqu'un. C'est un peu dans ses habitudes, hein. Ça va assez vite avec Meruem, bah bon, je ne donnerai pas grand-chose de sa peau de fourmi chimère. Désolé pour Meruem. Parce que voilà, il suffirait juste qu'il tue Camilla pour se faire immédiatement hagar par l'espèce de gros chat là. Donc bon. Et même avec toute sa puissance et son intelligence, bah voilà, Meruem se retrouverait directement confronté à une contre-attaque post-mortem inévitable, dotant ainsi une rare faiblesse dans sa quasi-invulnérabilité. Parce que ouais, hein, le naine post-mortem, c'est très difficile à gérer. Hein. C'est le type de naine le plus vénère, donc forcément... Alors voilà, la deuxième candidate capable de potentiellement vaincre Meruem n'est autre que Nanika, aussi connue sous le nom d'Aluka Zoldyck. Alors la petite sœur de Killua, comme chacun sait, qui s'est faite posséder par une mystérieuse créature provenant du continent noir. Alors, sa capacité de naine est basée sur un système de vœux extrêmement puissant et qui pourrait théoriquement éliminer Meruem en un seul coup. Alors voilà comment cette capacité un peu complexe fonctionne, et un peu, quand je dis un peu complexe évidemment, je fais usage d'euphémisme. Alors, après qu'une personne ait exaucé 3 de ses demandes, Nanika peut exaucer donc un vœu. Ce vœu peut être formulé non seulement par la personne ayant satisfait les demandes d'Aluka, mais aussi par un tiers, tant qu'il est déclaré pendant l'apparition de Nanika. Killua, donc, comme vous le savez, le frère d'Aluka, suggère que l'étendue des vœux de Nanika, eh bien, est peut-être probablement infinie, en fait. Les capacités de Nanika vont de la lévitation temporaire d'une personne dans les airs à carrément la modification de la probabilité et de la réalité, afin de réaliser n'importe quel effet.
Enfin voilà, ça fait quand même un peu mal, d'autant plus que Nanika a démontré des capacités extraordinaires, telles que la guérison, et ça il faut le dire, du corps mutilé de Gon, en annulant le vœu qui le maintenait dans cet état. Et donc, bon, je vous fais pas un dessin, dans un affrontement hypothétique avec Meruem, si un vœu était formulé contre lui après que les conditions de Nanika aient été remplies, bah il serait donc théoriquement impossible pour Meruem de ne pas crever. En fait, tout simplement. Parce que voilà, je veux dire, je tiens quand même à rappeler pour ceux qui l'ont pas compris que la capacité de Nanika altère carrément la réalité, quoi. Ce qui rendrait fatalement la puissance brute de Meruem bah, totalement inutile. Désolé. En tout cas, face à un vœu bien formulé. Bon allez, on passe directement à notre troisième personnage de la liste, bon voilà, qui n'est autre que Nov, un des proches associés d'Isaac Netero et un utilisateur de Nen dont la capacité semble relativement discrète. Hein. Voilà, d'autant plus que Nov est quand même mondialement connu pour être l'un des plus gros froussards de la galaxie, quoique, hein, mais bon, en tout cas voilà, le mec, ses cheveux passent de noir à blanc dès que je crois qu'il a ressenti l'aura de Youpi, c'est ça? Enfin, il me semble que c'est ça, un truc comme ça. Soit Youpi, soit Neferpitou. Il me semble que c'est Youpi, bref, voilà. Bon, le mec, clairement, il a pas de couilles, on va pas se mentir. Et c'est là où on se dit, bon, qu'est-ce que ce mec-là fout dans la liste? Si déjà que Youpi lui fait se pisser dessus, alors non, c'est bon, Meruem, il n'y a pas de discussion. Eh ben si, finalement. Il y a une grosse discussion, les gars. Parce que, malgré son effondrement mental sous l'effet de l'aura oppressante des Chimera Ants, bon, des gardes royaux, eh bien, son haine, s'il est bien utilisé, pourrait théoriquement vaincre n'importe qui, y compris Meruem, forcément. Donc alors, rapidement, Nov maîtrise un N d'émission, qui a donc une capacité de téléportation nommée Hide and Seek, c'est donc un téléporteur. Alors, en touchant une surface plane comme un mur ou le sol, hein, et en dessinant des symboles dans un cercle, Nov peut créer et ouvrir un portail menant à une dimension artificielle de Nen, un espèce de manoir à 4 niveaux, contenant 21 chambres de taille variée. Chaque portail est lié à une chambre spécifique, avec un nombre maximal d'entrées dépendant de la taille de la chambre. La plus grande peut en avoir jusqu'à 32. Chaque chambre est complètement séparée des autres. Normalement, chaque entrée ne peut conduire qu'au portail créé pour elle par Nov. Cependant, Nov peut utiliser une clé maîtresse pour connecter la sortie de n'importe quelle chambre à n'importe quel portail précédemment établi. Et bien que les détails soient quelque peu obscurs, il semble que Nov puisse rendre ces portails indétectables dans certaines circonstances, comme démontré lorsque Flutter, il me semble qu'il s'appelle Flutter, un utilisateur de Nen n'ait pas pu les localiser avant ou même après leur utilisation. Nov a même réussi à installer 3 de ces portails, carrément dans le palais royal de l'Est de Gorto, sans jamais être détectés par les gardes royaux. Les portails peuvent servir de trappe, transportant et piégeant des ennemis imprudents dans l'une des chambres de Nov. Et donc, dans un scénario hypothétique contre Meruem, si Nov parvenait à attirer le roi des Chimera Ants dans un de ses portails, bah, il pourrait potentiellement le piéger indéfiniment. Et voilà, bah je veux dire, et encore ça c'est la chose la plus gentille qu'il pourrait faire. En fait ce que Nov pourrait faire carrément, bah, c'est juste de téléporter la tête de Meruem bah, hors de son corps, voilà quoi. D'ailleurs, il me semble d'ailleurs qu'il l'a déjà fait hein, dans le manga. Bah il fait la même chose. Bah, Meruem, qu'est-ce que tu qu'il fasse? Il peut rien faire quoi. Non mais clairement je vous le dis, cette histoire de Nov qui devient fou de terreur en présentant une espèce d'aura ou je sais pas quoi, voilà. En ce qui me concerne, c'est très simple, c'est juste Togashi qui s'est rendu compte qu'il a niqué son manga en créant le mec à la capacité de Nen la plus craquée ever. Pour moi, c'est simple. Bon, voilà, non mais attendez. Nov, en fait, c'est le mec le plus vénère du manga. Non mais la vérité, entre nous, quoi. Entre nous, les mecs, avouez-le. Nov, comme... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce mec? Le mec, il te one-shot, tu peux même pas te battre. Il arrive, il téléporte ta tête sur le sol, c'est terminé, qu'est-ce que tu veux faire? Non mais c'est vrai, quoi. La vérité, s'il n'y avait pas ce délire de « oui, j'ai peur », mais c'est fini, le mec, il arrive, il nique tout le monde, il repart. C'est quoi le problème? Enfin, moi, ce que j'en dis. Bon, allez, on passe au quatrième personnage qui pourrait théoriquement avoir une chance contre Meruem. Et ben, ça va en étonner plus d'un. Là, il s'agira de Finks, un membre éminent de la brigade Fantôme. Alors, ce qui rend Finks particulièrement intéressant, bah, c'est quand même sa technique de renforcement, qui, bien qu'elle puisse sembler extrêmement simple en surface, cache un potentiel de puissance pratiquement illimité. Alors, rapidement, la capacité spéciale de Finks lui permet d'augmenter la puissance de son aile en faisant tourner son bras. Il me semble dans le sens de l'aiguille d'une montre, hein, ou je sais pas quoi, bref, peu importe. Plus il tourne son bras, et plus le coup qu'il porte ensuite sera puissant. Et donc, la limite supérieure de cette capacité n'est pas clairement définie, et ce qui laisse supposer en fait qu'elle pourrait bien être infinie.
à condition qu'il ait, notre ami Finks, suffisamment de temps pour la préparer et tourner son bras à un nombre suffisamment élevé de fois. Donc cette technique requiert une évaluation préalable de la force de l'adversaire pour déterminer le nombre de rotations nécessaires. Par exemple, lors d'un combat contre une fourmi chimère, Finks donc effectue 15 tours de bras, mais a estimé par la suite que la moitié aurait suffi. Une fois le nombre de rotations déterminé, il annonce le nombre de tours qu'il va effectuer, et dès qu'il atteint ce nombre, eh bien, il frappe avec une force absolument dévastatrice. Et donc, face à Meruem, encore une fois, là on parle virtuellement parlant, hein, l'approche de Finks pourrait être risquée, en raison du temps nécessaire à la préparation de son attaque. Cependant, si, d'une manière ou d'une autre, Finks parvenait à gagner suffisamment de temps pour accumuler un nombre élevé de rotations, eh bien, son attaque pourrait potentiellement infliger des dégâts considérables, même à un adversaire aussi puissant que le roi des Chiméras Hans. Cela fait de Finks un candidat vraiment intéressant pour un affrontement hypothétique contre Meruem, mettant en lumière, en fait, le potentiel caché d'une technique de renforcement apparemment simple. Voilà, il suffirait juste que, je sais pas, Finks envoie des mecs contre Meruem, ou je sais pas, il gagne du temps, il tourne son bras 40 milliards de fois, et bon, voilà, quoi, c'est fini. Bon, évidemment, vous allez me dire, ça prend trop de temps. Mais bon, écoutez, si jamais on devait fusionner la capacité de Finks avec le fait que Netero Prime puisse, je crois, balancer 10 000 coups de poing en une seconde, alors imaginez Finks capable de tourner son bras 10 000 fois en une seconde. Non, mais, bon, je dis ça comme ça, mais ça aurait été quand même assez intéressant. Bon... Allez, avant de révéler notre cinquième et dernier candidat, examinons quelques mentions honorables, qui méritent, il faut le dire, d'être considérées dans le contexte des personnages qui pourraient potentiellement défier Meruem. Alors bon, vous l'attendez tous évidemment, on va parler un peu de Gon transformé. Alors, lors de sa transformation ultime, Gon, comme vous le savez, a atteint un niveau de puissance qui, selon Pitou en tout cas, pourrait bien menacer Meruem. Cette transformation, résultant d'un vœu extrême et d'un sacrifice personnel absolument faramineux, a propulsé Gon à un niveau de force brutale et une capacité de naine hors du commun. Et donc forcément, bien que cette forme ne soit pas durable et un coût énorme pour Gon, elle représente un certain pic de puissance qui, même brièvement, pourrait poser un réel défi à Meruem. Attends, elle serait capable de le tuer, rien n'est moins sûr. Ça par contre, voilà. En tout cas, il pourrait peut-être opposer une résistance à Meruem. Voilà. Ensuite, on va parler de Laser, hein, ou Razor en version originale. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Razor, donc bon, voilà. Je vais un peu en parler, même si c'est plus un même qu'autre chose. Bon, alors Laser est surtout connu pour être l'un des principaux gestionnaires de Grid Island. C'est donc un utilisateur de naine extrêmement puissant dans la catégorie émission. Et en fait, le truc avec Laser, c'est que sa capacité à maintenir tout seul toute la composante émission de Grid Island, donc un jeu de naine complexe et à grande échelle, témoigne d'une énorme maîtrise et d'une puissance en fait apparemment exceptionnelle. Et bien que nous n'ayons pas vu Razor dans un combat direct contre un adversaire dans la tombe de Meruem, ou même dans un combat direct, quasiment, je crois à un moment il one-shot un de ses potes, mais bon, est-ce qu'on peut appeler ça un combat direct, rien n'est moins sûr. Enfin bref, en tout cas, son niveau de maîtrise du naine et sa puissance impressionnante suggèrent qu'il pourrait être un adversaire redoutable. Mais encore une fois, si j'ai mis Laser dans la catégorie mention honorable, il n'y a clairement pas assez de preuves pour pouvoir dire si oui ou non il pourrait se battre contre Meruem ou pas. Hein. Pour ce qu'on en sait, peut-être qu'il se ferait juste défoncer par le petit doigt de Meruem, et puis voilà quoi. Encore une fois, tous les mecs que j'ai placés dans la mention honorable, c'est que vraiment, c'est histoire de dire, quoi. Mais bon, là, clairement, il n'y a ni fit, ni rien du tout. C'est juste, voilà, on tire dans les ténèbres, là, clairement. Et on va finir notre mention honorable avec la question Chrollo. Alors, Chrollo Lucifer, bien sûr, évidemment, bon, vous connaissez à quel point j'apprécie beaucoup ce personnage. Le leader charismatique et mystérieux de la période fantôme, qui est connu, entre autres choses, pour sa capacité unique de voler les capacités de naine aux autres utilisateurs de naine, et donc de les utiliser comme siennes dans des combats absolument extraordinaires. Comme vous le savez, son combat contre Hisoka est, en ce qui me concerne, le meilleur de tous les combats, tout shonen confondu ever. Donc bon, forcément. Et donc, virtuellement, avec suffisamment de préparation, avec suffisamment de prep time, comme disent les jeunes, et en choisissant stratégiquement les capacités, les bonnes capacités à voler, il est théoriquement viable que Chrollo pourrait peut-être assembler un ensemble de capacités qui lui permettrait de tenir tête au roi des Chiméras Ants. Et donc la vraie question est, est-ce qu'avec suffisamment de temps de préparation, notre ami Chrollo pourrait-il trouver une combinaison de capacités assez puissante pour vaincre le roi des Chiméras Ants? On ne sait pas, on ne sait pas. Et encore une fois, il n'est pas en mention honorable pour rien notre ami Chrollo, parce que clairement là, je ne sais pas. Sur ces paroles un peu cryptiques que nous allons passer, eh bien, à notre cinquième membre, donc forcément de cette liste. Et je vous le dis direct, j'espère que vous n'êtes pas hypé. J'espère que vous n'êtes pas hypé
de découvrir l'identité du mec à la place numéro 5 de cette liste, parce qu'il s'agit du pire random possible, j'ai nommé Ryan. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais entendu parler de ce type-là, parce que non, personne ne le connaît, hein, voilà. Il n'apparaît que très brièvement dans le manga, donc pas dans l'animé, et même lui ne se reconnaît pas dans le miroir. C'est pour dire à quel point on parle d'un putain de random, on parle vraiment du figurant, quoi. Le figurant, on parle d'un homme aléatoire. L'homme aléatoire, quoi. C'est le mec, c'est un Smith, l'agent Smith, c'est le mec. Il est partout, mais nulle part en même temps, quoi. C'est un random de profession, un schlag au dernier stade de son évolution. Un mec, mais en fait, il est là, mais il est pas là. On s'en bat les couilles. Même dans les planches où il apparaît dans le manga, il est jamais au milieu de la page, quoi. C'est pour dire à quel point on s'en bat les couilles. Mais c'est là où, effectivement, c'est ironique. Ryan, qui n'a beau qu'être un soldat random dans les rangs de l'armée royale de l'Empire Kakin, je vous le dis, pour moi, Ryan est le mec le plus dangereux pour Meruem ever. C'est comme s'il avait été créé pour, pour défausser Meruem. Parce que voilà, clairement, Ryan, Meruem n'a aucune chance face à lui. Je vous le dis tout de suite, Rapidement, la capacité de naine de Ryan s'appelle Predator. Alors, une fois qu'il a choisi une cible et activé son naine, un prédateur, forcément, commence à se développer à l'intérieur de son corps. Et plus Ryan comprend précisément l'habilité de sa cible, et plus le prédateur sera apte à la contrer. Se développant figurativement, donc dans le corps de Ryan, afin de, comment dire, de devenir le prédateur naturel de la cible de Ryan. Et lorsque Ryan décide qu'il a accumulé suffisamment d'informations, il concentre son aura entre ses mains et souffle, conjurant ainsi le prédateur. Et d'ailleurs, ça me permet aussi d'en parler, le prédateur est effectivement une technique de matérialisation, et pourtant, il est invisible aux non-utilisateurs de naine dans la pièce où il apparaît, hein, il me semble dans le manga. Souvenu de prendre par le callback dans la vidéo sur les incohérences de Hunter x Hunter pour me dire que non. Et même les non-utilisateurs de naine peuvent voir les techniques de matérialisation, voilà. Bon. C'est juste histoire de dire, hein, je dis ça, je dis rien les mecs. Il faut le dire, Ryan de base est désavantagé contre les adversaires avec des capacités contractives et surtout multiples. C'est-à-dire que un Ryan face à un Chrollo, bah c'est terminé, il peut rien faire quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parce que Chrollo a tellement de capacités différentes que Ryan prendrait, mais genre limite des mois et des mois et des mois pour essayer de comprendre et... voilà, pour essayer de comprendre toutes les capacités de Chrollo. Et ça prendrait effectivement beaucoup plus de temps. Et c'est là où, justement, bah, ça fait de la capacité Predator de Ryan un véritable cauchemar pour Meruem. Puisque lui, contrairement à Chrollo, bah, il a aucun atout en fait. Il ne maîtrise le naine que de façon basique. En fait, Meruem a beau être ultra surpuissant, c'est juste un mec simple à comprendre finalement. Je veux dire, il est super fort physiquement et peut résister à quasiment tout. Quelqu'un de très simple à comprendre hein, pour Ryan, en plus du fait que Meruem n'a aucune autre capacité. Évidemment, il y a le Meruem post-mortem, mais bon, mettons ça de côté. Le Meruem de base, il n'a pas vraiment de Hatsu. C'est juste un mec super puissant. Mais le problème de Meruem, encore une fois, c'est que c'est très simple à comprendre. Le mec est super fort et quasiment invincible. Voilà, c'est super, mais c'est super simple. Et donc, pour Ryan, très facile à comprendre. En réalité, en un quart d'heure, c'est réglé. Évidemment, tu mets Ryan en face d'un mec avec un naine, évidemment, beaucoup moins puissant que Meruem, mais beaucoup plus complexe. Là, par contre, ça va être quasiment impossible pour Ryan de s'en sortir. Voilà, j'ai cité Chrollo, on pourrait citer, évidemment, Knuckles. Voilà, Knuckles avec son pot clean absolument dégueulasse. Le mec, à chaque fois qu'il essaie d'expliquer son système d'usure avec pot clean, ça prend au moins 2 pages, quoi. 2 pages de texte, hein. C'est du traitement de texte, hein. C'est même plus un manga. Tellement la capacité de Knuckles est complexe à comprendre et à expliquer. Bref. Dans un affrontement hypothétique avec Meruem, la capacité unique de Predator de Ryan représenterait vraiment une menace sérieuse, hein. Très sérieuse, et j'ai envie de dire quasiment impossible à gérer pour Meruem. Parce que si Ryan obtient une compréhension précise des capacités de Meruem, en réalité, donc un truc très facile à faire, parce que les capacités de Meruem sont quasiment inexistantes, c'est juste un mec ultra puissant, bah voilà, le prédateur de Ryan pourrait théoriquement et assez facilement se développer en une forme capable de contrer efficacement le roi des Chiméraantes sans même vraiment se fatiguer. Ce qui fait de Ryan et son prédateur, bah en fait, le match-up le plus terrifiant pour Meruem, en fait. C'est le pire match-up pour Meruem. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez.
si vous vous rappelez de l'existence de ce mec-là, ce qui est pas certain, mais voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez effectivement, voilà, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.